Donc depuis 2011 et l'onde de choc des révolutions arabes, chaque pays tente en effet de trouver une voie qui lui est propre en répondant aux attentes de la population tout en maintenant une certaine stabilité. Je débuterai par les trois premiers pays, mais d'abord par la Tunisie. La Tunisie est devenue le symbole d'une révolution arabe. Il nous a semblé que si le pays achevait dans un premier temps sa transition démocratique, la démocratie reste très fragile, extrêmement fragile sur le plan social, sur le plan politique et sur le plan sécuritaire. D'abord, les revendications de dignité, de justice sociale sont en partie satisfaites, mais beaucoup reste à faire vu les conditions de vie qui ne cessent de se dégrader depuis 2011. Selon de nombreux interlocuteurs que nous avons rencontrés, le risque est grand de nouvel épisode d'éruption sociale dans un contexte de désocialisation qui est croissante, une colère populaire, un chômage chez les jeunes notamment qui ne fait que s'amplifier et qui est, disons-le, tout à fait catastrophique. Et l'état d'ailleurs de délabrement des villes que nous avons vues est tout à fait révélateur de ce climat de décrépitude, disons-le. Donc, on a eu des épisodes très graves ces derniers temps. En 2016, un grand mouvement social depuis la Révolution a éclaté à Kasserine, qui a essaimé toute la région intérieure, qui s'est accompagné de violences, notamment sur tous les symboles de l'État, et particulièrement sur la police. Depuis décembre 2015, les chômeurs de Sidi Bouzid continuent à manifester tous les jours devant les usines de Petrofac et de Kerkena. Les scandales de corruption, notamment dans le domaine de la santé, sont aussi très importants et continuent à nourrir le mécontentement populaire. Or, les autorités tunisiennes peinent à apporter une réponse rapide et efficace. On nous a beaucoup parlé des lenteurs de l'administration tunisienne qui s'essouffle à vouloir réformer. Mais d'ailleurs, on peut se demander dans quelle mesure ils en ont vraiment la volonté. Et en tout cas, les résultats que nous avons pu constater sont quelque peu décevants. Le plan quinquennal qui était censé présenter au public et aux partenaires internationaux les grandes orientations stratégiques du pays n'ont été publiées qu'en 2016, c'est-à-dire hier, en septembre. Aux attentes de la population s'ajoutent les réformes économiques attendues par les bailleurs internationaux, le code des investissements, la réforme fiscale, l'assainissement budgétaire, les améliorations de l'environnement et des affaires qui tardent à être mises en œuvre. Alors il y a un sujet de satisfaction quand même, c'est l'adoption d'une loi sur les investissements visant à moderniser, à rationaliser le cadre juridique, qui reste un signe encourageant. Et bien sûr, la conférence de Tunis qui s'est tenue il y a quelques semaines à peine, on va dire, et qui a été un véritable succès. Sur le plan politique, le pays aussi connaît de grandes fragilités. Un nouveau gouvernement dirigé par Youssef Chaheb a été désigné, au sein duquel l'UGTT et la gauche ont fait leur entrée, et où Ennahda a obtenu des postes importants, bien que non régaliens, mais ils ne sont pas régaliens, mais ils tiennent à peu près 60% de l'économie. Donc c'est quand même pas rien. Le parti Ennahda, qui demeure le principal soutien au gouvernement, est sans nul doute devenu la première force politique au Parlement et dans le pays, notamment après l'effritement du parti adverse, Nida Tounes, qui était une mosaïque, disons, d'une coalition de circonstances qui était à l'époque conduite par, et toujours d'ailleurs, par Mohsen Marzouk. Sur le plan sécuritaire, le risque de déstabilisation de la Tunisie reste très grand. Les trois attentats qui ont marqué l'année de 2015, dont certains préparés en Libye, et notamment l'attaque au grand sud tunisien de Ben Gardane, en est la preuve. Il existe encore d'ailleurs des maquis dans le centre-ouest de la Tunisie. Et l'armée tunisienne peine à éradiquer ces bourgeons de terrorisme qui sont pour la plupart, bien sûr, affiliés à Al-Qaïda ou à l'État islamique. Enfin, la présence d'environ 1500 djihadistes tunisiens répartis soit en Tunisie, soit en Irak, constitue une préoccupation majeure, aussi bien pour eux que pour nous, dirais-je, quant à leur retour éventuel. Et puis, les forces de sécurité qui ont fait des efforts de mise à niveau n'ont
vraisemblablement toujours pas les capacités ou l'organisation nécessaire pour contrecarrer ces révolutionnaires. Bon, il est évident que les terroristes veulent voir le modèle tunisien tomber, car il faut donc s'attendre à ce que les menaces s'accroissent et il faut accorder un soutien prioritaire à ce pays.